Ravie de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le plus grand port du monde, celui de Shanghai, construit à 100 km de la ville. Dans ce classement, désormais, ce sont des ports asiatiques qui occupent les premières places. Les États-Unis n'apparaissent qu'en 9e position, avec le port de Los Angeles. L'Europe seulement en 11e et 13e position, avec les ports de Rotterdam et d'Anvers. 90% du commerce mondial est aujourd'hui transporté par bateau dans ces containers de couleurs standardisés, éléments clés de notre mondialisation, car ces boîtes peuvent aller sur n'importe quel moyen de transport, dans n'importe quel pays. Pourtant, il arrive que cette belle machine s'enraye. Souvenez-vous de la période Covid, quand les ports asiatiques étaient fermés et qu'on constatait en France, comme en Allemagne, des pénuries de produits pourtant devenus banals, comme le papier ou le paracétamol. Le Covid, la guerre en Ukraine, deux crises internationales majeures qui ont bouleversé le commerce mondial ces derniers mois. Tout de suite, voici les nouvelles tendances avec nos cartes. Apparu à Wuhan en Chine en novembre 2019, le Covid s'est rapidement diffusé à l'ensemble des pays en jaune sur la carte, poussant les gouvernements des pays qui apparaissent en rouge à fermer leurs frontières aux personnes et aux biens. Cette fermeture a eu entre autres conséquences de bloquer les échanges commerciaux. Une décision lourde en répercussions pour l'économie mondiale, une économie globalisée, les échanges commerciaux ayant été multipliés par 60 depuis le début des années 70. Ce blocage des échanges, outre le manque à gagner, a entraîné de nombreuses pénuries aux conséquences plus ou moins lourdes. Dans le domaine médical tout d'abord, où l'on a vu les États se livrer une concurrence féroce pour l'achat de masques chirurgicaux ou de paracétamol à la Chine, devenu le principal pourvoyeur de ces produits de première nécessité. Mais aussi dans les produits technologiques à haute valeur ajoutée. Airbus, par exemple, qui avait décidé de faire du chinois HMC son seul fournisseur de gouvernail pour ses avions A350, A320 et A319, s'est ainsi retrouvé dans une situation très délicate avec les politiques de confinement très strictes de la Chine, qui a mis à l'arrêt de nombreuses usines, notamment à Shenzhen ou Shanghai. Les conséquences sur l'économie de la pandémie de Covid ont en effet été spectaculaires. Les échanges de marchandises ont baissé en moyenne de 7% entre 2018 et 2020, avec des différences très importantes dans les différentes régions du globe, moins 14% sur le continent africain et jusqu'à moins 26% en Afrique du Nord, moins 6% pour l'Asie, mais avec des baisses de 20% en moyenne en Asie de l'Ouest, moins 7% pour le continent américain, l'Europe et l'Océanie, la mise en place de systèmes d'aide massive ayant permis à la majeure partie des pays occidentaux de soutenir leurs économies et de lutter contre la pandémie. Résultat, le PIB mondial a enregistré une baisse de 3% en 2020. Si la croissance est repartie fortement à la hausse en 2021, avec plus 6% de PIB, la situation s'est à nouveau dégradée en 2022, avec seulement 3,1% de croissance, et les projections pour 2023 ne sont pas plus réjouissantes. Selon le FMI, la croissance ne devrait pas excéder 3%. Ce marasme de l'économie et du commerce n'est pas dû qu'au Covid, car une autre crise l'a suivi de près, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. C'est dans le domaine des énergies fossiles et celui des céréales que l'impact de cette guerre a été le plus direct. Et les principales victimes collatérales de ce conflit ne sont pas tout à fait les mêmes que pour le Covid, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sur le plan des hydrocarbures, c'est l'Europe qui a été la plus touchée, car de nombreux pays de l'Union étaient très dépendants de la Russie pour leur approvisionnement, notamment en gaz, jusqu'à 98% pour un pays comme la Finlande. L'embargo décrété par la majorité des pays occidentaux contre la Russie, troisième pays fournisseur mondial de pétrole et premier de gaz, a fait s'envoler les prix. Ainsi, le baril de Brent est passé de 17 $ en avril 2020, un cours anormalement bas lié au ralentissement de la consommation durant le Covid, à 115 $ en juin 2022. Le prix du gaz en Europe est quant à lui passé de 34 € le mégawattheure en juin 2021 à 310 € en août 2022, soit une augmentation de près de 1000% en un an. Cette augmentation du coût de l'énergie a entraîné une hausse massive des prix dans les pays de l'Union européenne.
plus 36% entre janvier et octobre 2022, une hausse qui handicape les exportations et fait de l'Union la grande perdante de cette guerre. Dans le même temps, d'autres pays, à l'inverse, ont profité de cette situation. Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ont engrangé des recettes records en 2022, 907 milliards de dollars contre seulement 320 en 2020. Les États-Unis sont également grands gagnants avec leur gaz naturel liquéfié qui remplace en grande partie le gaz naturel russe. La Chine et l'Inde, elles, sont devenues les principaux débouchés du pétrole russe. La Chine, principalement pour sa consommation personnelle, l'Inde, et elle n'est pas la seule à le faire, permet aux Russes de déjouer l'embargo, car étant elle-même exportatrice de pétrole, elle revend sous pavillon indien du pétrole russe à différents pays peu regardants, dont certains ont pourtant signé l'embargo contre la Russie. En résumé, le commerce des hydrocarbures se réorganise profondément, les principaux bénéficiaires du conflit russo-ukrainien étant la Norvège, le Qatar, l'Azerbaïdjan, les États-Unis qui ont augmenté leurs exportations vers l'Union européenne, tandis que la Russie a trouvé de nouveaux débouchés vers la Chine et l'Inde notamment. Parmi les grands gagnants de cette histoire, il y a bien sûr et surtout les majors pétroliers, tous occidentaux. En 2022, ils ont enregistré un bénéfice record de 182 milliards de dollars. L'autre impact majeur de la guerre en Ukraine concerne le marché des céréales. Car avant la guerre, la Russie et l'Ukraine étaient deux des principaux exportateurs mondiaux de blé, d'orge et de maïs. L'impossibilité pour l'Ukraine d'exporter une grande partie de sa production de céréales a entraîné une hausse des prix considérable dans une conjoncture déjà tendue par le Covid et de graves sécheresses dans d'autres pays producteurs. Alors qu'entre 2020 et 2021, l'index FAO du prix des céréales était déjà passé de 100 à 140, il a grimpé en flèche à 173 en mai 2022, soit une augmentation de 73% en 2 ans. Pour les principaux clients de l'Ukraine, l'Égypte, l'Indonésie, le Bangladesh, les Philippines, la Tunisie, le Maroc, la Thaïlande, la guerre a des conséquences qui s'avèrent dramatiques. Mais comme pour les hydrocarbures, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les principaux bénéficiaires de cette réorganisation des flux céréaliers étant la France, l'Australie, le Brésil, la Pologne, le Royaume-Uni ou encore le Paraguay. Alors évidemment, ces 2 crises consécutives sans précédent ont des conséquences importantes sur l'organisation du commerce mondial. De nouveaux flux sont apparus, on l'a vu, tout comme de nouvelles alliances et de nouveaux blocs qui dessinent un monde fragmenté où se dressent de nouvelles barrières économiques et où s'opère un découplage de certaines économies, comme on va le voir maintenant. Ce découplage s'accompagne d'un important mouvement de relocalisation des outils de production dans des domaines sensibles comme la santé, dont les failles sont apparues avec le Covid, mais aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, l'électronique et des composants essentiels à l'industrie et aux télécommunications. Un mouvement de relocalisation particulièrement massif aux États-Unis, où le gouvernement Biden a par exemple décidé de consacrer 52 milliards sur les 10 ans à venir pour maîtriser sur son sol la fabrication de semi-conducteurs qui viennent actuellement principalement de Taïwan, pays dont la sécurité est menacée par Pékin. Parallèlement à cette volonté gouvernementale, les grandes firmes américaines comme Apple opèrent des relocalisations massives de leur production de la Chine vers l'Inde, le Vietnam ou le Brésil. En Europe, les États suivent une même logique de désengagement de la Chine et se lancent dans une course effrénée aux relocalisations et aux giga-usines de composants électroniques ou de batteries électriques. Pour contrer ces retraits et ces manques à gagner, la Chine renforce ses liens avec la Russie, on l'a vu, tout en cherchant à se substituer à elle dans les républiques d'Asie centrale. Mais elle se rapproche un peu plus encore d'États amis comme l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite ou le Koweït. Ces rapprochements ont pris une forme très concrète à la fin de l'été 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec l'élargissement des BRICS qui accueilleront en janvier 2024 dans leur rang l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats. Un nouveau pôle non aligné qui représentera 45% de la population mondiale et le quart du PIB de la planète.
Si les nouveaux BRICS sont encore loin derrière les pays du G7 en termes de richesse, ils l'étalonnent pour le commerce, 6 260 milliards de dollars d'exportation pour les premiers, contre 7 000 pour les seconds. Un poids économique qui pousse les BRICS à vouloir se désengager de l'indexation de la plupart des transactions commerciales sur le dollar. Si le Premier ministre indien, Narendra Modi, se réjouit du multipolarisme du monde à venir, on peut s'interroger sur le déséquilibre à l'intérieur de ce nouveau bloc dominé par la Chine et sur le peu de cas que font la majorité de ses membres de la question démocratique. À la fin de l'été 2023, le journal Les Échos rapportait que le FMI s'inquiétait d'un triplement des barrières commerciales depuis 2019. Conséquence, si les échanges commerciaux diminuent et que les barrières augmentent, la croissance mondiale finira par être durement touchée. Le journal citait également l'OMC, s'inquiétant d'une économie mondiale qui semblerait être en train de se dissocier en deux blocs commerciaux autonomes sur fond de bras de fer sino-américains. Le risque ? Une politisation des échanges. En clair, je ne commerce qu'avec ceux qui partagent mes valeurs, pouvant déboucher sur la fin d'un commerce libre et ouvert. Et pour aller plus loin, ce livre de référence d'un historien de l'économie, Robert C. Allen, Introduction à l'histoire économique mondiale, aux éditions La Découverte. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Je vous donne rendez-vous sur arte.tv pour l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.